8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Vous êtes agricultrice, présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole. C'est demain l'ouverture du salon de l'agriculture. On va en parler évidemment, la situation des agriculteurs, leur retraite aussi, tiens, parce que la retraite des agriculteurs, voilà une grande question. La sécheresse qui guette, mais je voudrais d'abord qu'on parle de pouvoir d'achat, mais du pouvoir d'achat de tous les Français et pas seulement des agriculteurs, parce que ça dépend aussi du pouvoir d'achat, ce qu'on met dans son panier. Et si on y met, oui ou non, des bons produits, des produits français issus de l'agriculture. Vous faisiez partie de celles et de ceux qui demandaient ardemment pendant la campagne présidentielle l'engagement sur un chèque alimentaire qui serait dépensé précisément dans la bonne bouffe et non pas la malbouffe. On en est où de ça ? Il y a eu à l'automne, à la rentrée, un chèque inflation qui a été plus vite mis en œuvre que le chèque alimentaire durable que nous demandons. Pourquoi souhaitons-nous un chèque alimentaire ? Parce que la stratégie des distributeurs depuis toujours, c'est de dire vendons moins cher parce qu'il y a des précaires alimentaires. Jamais les prix ont été aussi bas. Il n'y a jamais eu autant de précaires alimentaires, donc ça ne marche pas. Enfin, aussi bas, ils sont très hauts en ce moment, mais aussi bas historiquement. Voilà, historiquement, jusqu'à il y a 2 ans, on avait quand même une inflation très très basse et en 8 ans, le prix d'alimentation avait baissé. Et aujourd'hui, il y a environ 5 millions de précaires alimentaires. Ils sont connus, ils sont ciblés. Tout comme le chèque carburant ou le chèque vacances va vers les plus précaires, ce chèque alimentaire, il serait fait pour eux et pour leur permettre justement d'avoir une alimentation plus équilibrée. Famille Rurale vient de sortir une enquête très intéressante. Je l'ai sous les yeux. Oui. Une enquête qui montre qu'une famille de 2 adultes et de 2 enfants doit dépenser au moins 477 € par mois. 477 € de courses, juste pour l'alimentation, pour réussir à se nourrir de manière saine. C'est 65 € trop. C'est-à-dire c'est 65 € au-dessus de ce qu'ils peuvent se permettre. Ce que dit aussi Famille Rurale, c'est que ce chèque alimentaire coûterait 7 milliards, alors que soigner l'obésité et les problèmes liés à la mauvaise alimentation, au déséquilibre alimentaire, c'est plus de 20 milliards. Donc en fait, il faut raisonner différemment et pas seulement en silo. Il faut raisonner l'aspect alimentation, santé, équilibre alimentaire et santé pour la vie. L'obésité, c'est 17% des Français. Ça touche beaucoup les jeunes aussi. Donc nous souhaitons que ce chèque alimentaire, il soit durable et qu'il permette effectivement d'avoir des produits, non pas des produits importés à des pâquerettes, comme le panier anti-inflation que Bercy portait, mais justement dire que c'est... à des pâquerettes le panier anti-inflation. Ah bah écoutez, moi j'ai regardé les prix. Quand je vois les pôles de porc, je suis producteur de porc, j'ai regardé ce prix-là, à 5,14 € le kilo, alors que l'aliment pour chien est à 15 €. C'est méprisant pour l'alimentation, pour le travail des agriculteurs d'abord. Et puis aujourd'hui, on paye plus cher. Les pôles de porc à 5 €, importés d'Allemagne, c'est qualité gustative. Le steak haché où il y a 15% de fibres de bambou. Vous croyez que c'est bon pour l'alimentation, ça ? Il y a 15% de fibres de bambou dans le steak haché. Dans le steak haché, mais dans le steak haché où, qui, quoi ? Ah bah, vous regarderait, je vais pas faire de délation allez-y, ici. Franchement, non ? Je crois que c'était chez Carrefour. Ouais, ils avaient du steak haché mêlé. Oui, alors ils l'appellent steak haché, mais il y a une partie qui n'est pas de viande. Pour nous, le steak haché viande bovine française, c'est du steak 100% muscle. Ouais. Là, c'est une façon de tromper le consommateur aussi. Vous mangez du steak, mais il y a dedans des fibres. Souvent, il y a du végétal, d'autres végétales. Ouais. Voilà. On vous met végétal, enfin, il faut regarder la petite astérix en bas de l'étiquette, quoi. Mais ce qu'il faut surtout dire quand même, par rapport à vos chiffres dits au début, l'alimentation, aujourd'hui, les Français consacrent 12 à 13% de leur budget. 12 à 13% seulement. C'est beaucoup moins que ça n'a été pendant une période où le logement, ça prenait beaucoup plus de part. Le logement a augmenté de 31% en 5 ans. Très cher de se loger. Les transports, l'énergie, le carburant ont augmenté beaucoup. 3e poste, la téléphonie. Tout le monde doit être connecté, téléphonie, Internet, etc. 4e poste, l'alimentation, alors que c'est notre santé du quotidien. Et sur 100 € dépensés, 6 reviennent à l'agriculteur. 6 € sur 100 reviennent aux agriculteurs. Il faut regarder toutes les autres étapes. Et les distributeurs ont été démasqués à plusieurs reprises, comme ayant quand même accumulé un certain nombre de marges. Aujourd'hui, ils disent faire des efforts. Je pense qu'ils ont des réserves pour en faire un peu plus. Le rapport de l'Inspection générale des finances a publié des chiffres l'année dernière. Grâce aux lois alimentation, c'est un retour de valeur de 12 points aux agriculteurs. C'était indispensable pour avoir des revenus. Mais c'est moins 16% pour les industriels. Les industriels, en ce moment, connaissent des situations difficiles. Il y a des redressements, il y a des liquidations, il y a des abattoirs qui vont fermer. Parce qu'il y a justement encore toujours Alors précisément, je voudrais qu'on rentre vraiment dans le détail parce que vous le savez, ces négociations commerciales, j'en ai parlé toute la semaine dans cette semaine spéciale pouvoir d'achat qui était sur RMC. J'ai reçu à ce même micro Michel-Édouard Leclerc, Bruno Le Maire, il y a eu Dominique Schelcher de Super U. Et on le sent bien, tout le monde est en train en ce moment de jouer dans cette négociation qui pendant quelques jours encore se passe entre ces industriels dont vous parlez, mais les gros industriels et la grande distribution.
plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. D'abord, les agriculteurs, quand même, ont vu leurs revenus augmenter ces derniers temps. Oui. Il y a enfin une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle, et c'est indispensable parce qu'il faut arrêter de décapitaliser l'agriculture française. On n'a jamais autant importé qu'en ce moment. On importe plus de fruits, plus de légumes, plus de poulet, plus de viande. Pourquoi? Les agriculteurs qui n'avaient pas de revenus capitulaient. Mais ils capitulaient, ils ne capitulent plus. Vous pouvez dire ce matin, les agriculteurs, les éleveurs peuvent vivre de leur travail. Alors, ils peuvent vivre de leur travail, sauf que quand la vague est enclenchée, c'est très difficile de l'arrêter. Et aujourd'hui, nous avons encore moins 3% de vaches allaitantes, moins 2% de vaches laitières, moins 2% de porcs. Ça, c'est des exploitants. C'est ce que j'ai dit au président de la République. Ce sont des exploitations qui disparaissent. Oui, mais ce sont des agriculteurs aussi qui disparaissent. La France perd en souveraineté alimentaire. Tout le monde parle de souveraineté alimentaire. C'est dans le libellé du ministère de l'Agriculture et c'est une bonne chose. Mais il faut enclencher un certain nombre de décisions et d'actes politiques et expliquer aux Français que pour manger des produits français, pour maintenir cette souveraineté alimentaire, il faut accepter d'avoir des élevages qui se construisent et qui se modernisent, des réserves d'eau qui permettent d'irriguer, des produits phytosanitaires pour traiter les plantes et qu'on n'ait pas, nous, des interdictions là où les autres pays peuvent les utiliser. L'agriculture française dévisse. Elle n'est pas en expansion, elle est en régression. C'est pour ça que nous avons tiré la sonnette d'alarme. Christiane Lambert, quand fortement vous avez vu auprès du président que nous attendons demain matin. Vous l'avez vu cette semaine, oui. Il viendra au salon de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il vous a répondu quand vous lui avez dit tout ça? Écoutez, moi je le lui ai dit et je lui ai mis les courbes sous les yeux. C'est-à-dire que les courbes d'autonomie, c'est-à-dire de capacité à nourrir les Français, elles sont vers la baisse. Nous avons moins de viande, moins de porc, nous importons plus de porc, nous importons plus de fruits, nous importons plus de légumes. C'est cette réalité-là. On a encore de l'alimentation, mais on en importe de plus en plus. On importe 40% de nos poulets. Dans les cantines, c'est 60% de poulets étrangers. Leur seule qualité, c'est qu'ils sont moins chers. À faire évoluer tout ça, j'ai l'impression que vous revenez ici avec des promesses, des demandes qui ont déjà été énoncées depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Mais depuis très longtemps, beaucoup ont considéré que la sécurité alimentaire était acquise et que le seul sujet pour l'agriculture, c'était d'améliorer l'environnement. Alors c'est important d'améliorer l'environnement et nous le faisons. Mais c'est important aussi de produire. C'est important de produire de l'alimentation. Le Covid a mis l'économie mondiale à l'arrêt. La guerre met en exergue les tensions alimentaires. Il n'y a jamais eu autant de famines, de gens qui ont faim. Ceux qui ont faim, ils prennent le bateau, ils viennent en Europe. En France, quand on produit moins, c'est l'inflation alimentaire. Pourquoi l'alimentation devient chère? Pourquoi les œufs ont doublé? Parce qu'il y a moins d'œufs, parce qu'il y a moins de viande, et parce qu'on l'importe venu d'ailleurs et que ça a augmenté de partout. Nos charges ont augmenté. Les œufs, plus 15% là tout récemment, oui. Mais c'est aussi dû à la grippe aviaire? Bien sûr. Et ça montre la fragilité de l'alimentation. Ceux qui ont pensé que les rayons seraient toujours pleins ont oublié le changement climatique, le gel, la sécheresse qui peut faire perdre 30%, moins 30% de pommes de terre l'année dernière, moins 30% de certains fruits. La fragilité de l'agriculture nécessite des politiques. Il y a eu cette manifestation mardi d'agriculteurs pour dénoncer les importations massives de viande étrangère, de produits agricoles étrangers dans les supermarchés français, alors même qu'il y a ce moment de négociation. Qu'est-ce que vous dites à la grande distribution ce matin? Je dis à la grande distribution que nous sommes en économie de guerre et qu'au lieu de continuer comme avant, c'est-à-dire à tirer les prix, à dire aux industriels « je veux moins cher, je veux moins cher », il faut jouer la solidarité sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Mais à l'inverse, les grands industriels, ils en profitent pas quand même un tout petit peu? Écoutez, j'ai l'impression qu'ils trouvent davantage grâce à vos yeux que la grande distrib. Il y a des gros industriels et des petits industriels. Il y a dans la famille des industriels toutes sortes de situations. Oui, il y a la biscuiterie du coin, il y a la charcuterie. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement? Qui souffre? Qui fait faillite? Un certain nombre d'industriels français, la Fédération de la charcuterie l'a dit, la Fédération de la biscuiterie l'a dit. Alors bien sûr, certains distributeurs, notamment ceux qui viennent souvent chez vous, mettent toujours en avant les grands groupes, les grands industriels. Pourquoi? Parce que Leclerc, il ne peut pas dicter sa loi à Coca-Cola, il ne peut pas dicter sa loi à Unilever, il a besoin de ces produits-là chez lui. Et là, il est dominé. Sur tous les autres, il est dominant et il impose sa loi, avec des pratiques dans les boxes de négociation qui ne sont pas très correctes. Donc moi, je souhaite quand même que industriels, distributeurs, nous producteurs et consommateurs, on se dise, pour sauver l'agriculture française que tout le monde aime, dit aimer, eh bien il faut acheter des produits français. C'est la meilleure façon de pérenniser notre agriculture. Mais retenez bien cela, les courbes de production en France baissent. Les crises mettent en avant les dépendances. Poutine a fait de l'alimentation l'arme alimentaire. Regardez le vote à l'ONU. Les pays qui font allégeance à Poutine sont ceux qui ont besoin de son blé.
Et donc l'alimentation... C'est l'un des arguments désormais diplomatiques dans le rapport de force. Et donc l'alimentation, ça ne se brade pas. C'est une mission régalienne de l'État que d'encadrer pour garder de l'agriculture en France. On ne peut pas attirer des jeunes vers l'agriculture s'il n'y a pas de perspective de meilleurs revenus. Et je voudrais qu'on rentre justement dans le détail aussi de ceux qui souffrent. Parce que vous l'avez dit, globalement, les agriculteurs ont quand même augmenté leurs revenus récemment. Mais il y a des secteurs qui souffrent particulièrement, et notamment le bio. Le bio qui était dans un boom absolu. Vous disiez, il faut réussir à attirer les jeunes vers le métier. Le bio, ça faisait partie des nouvelles exploitations. Aujourd'hui, c'est fini, ils sont en grand danger. Alors, c'est pas fini. Il ne faut pas dire que c'est fini, parce que ceux qui sont en bio aujourd'hui, il faut qu'ils puissent le rester. Donc, nous demandons un plan de soutien pour eux. La réalité, c'est quoi? C'est que ce sont les Français qui décident de ce qu'ils achètent. Ce sont les Français qui ont décidé d'acheter moins 20% de lait bio. Parfois, ils décident pas, hein, c'est leur portefeuille qui décide. Oui, mais c'est quand même eux qui décident. Et comme le bio, c'est plus cher, c'est la première chose à laquelle on renonce. Madame, c'est quand même eux qui décident des priorités de leur budget. Pour ceux qui sont précaires, je revendique le chèque alimentaire parce que j'ai un cœur et je vois ce que c'est. J'ai eu des enfants étudiants qui avaient des amis étudiants pour qui les parents ne donnaient pas de quoi acheter de l'alimentation. Et donc, il y a ce besoin d'accompagnement des plus précaires. Par contre, oui, ce sont les Français et tous ceux qui avaient dit bio, bio, bio et qui aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous. Mais y compris d'ailleurs un certain nombre de sphères politiques, de sphères médiatiques qui avaient beaucoup porté et qui aujourd'hui disent c'est fini, c'est foutu. Moi, je dis pas c'est fini, c'est foutu. Il y a une mauvaise passe. Il faut les accompagner pour qu'ils tiennent. Beaucoup d'argent a été consacré à la conversion à l'agriculture biologique. Dans d'autres pays, il y a moins de baisse de consommation. Mais pour qu'ils tiennent, il faut aussi accepter de payer un petit peu plus cher. Vous connaissez ma devise, plus vert, c'est plus cher. Oui, mais écoutez, madame, on ne peut pas demander aux agriculteurs... Mais ce cri que vous avez poussé régulièrement, vous le poussiez avant, aujourd'hui, il est beaucoup moins audible. Pourquoi il est moins audible? Parce que les gens ont moins de sous. Il y a des chèques alimentaires, il y a des chèques carburant, il y a des chèques énergie. C'est une question de priorisation aussi. J'entends que les gens ont moins d'argent et je vis dans une petite commune rurale où il y a toutes sortes de pouvoirs d'achat. Mais est-ce qu'on dit aux agriculteurs, écoutez, c'est trop dur, il faut que vous baissiez vos prix, vous gagnerez moins, tant pis, parce qu'il faut que les Français... Non, mais est-ce que c'est pas à l'État d'accompagner le temps de cette crise du pouvoir d'achat ceux qui doivent vendre leurs produits plus chers et qui font du bio? Mais il le fait. Il le fait. Dans la politique agricole commune, on est passé de 250 millions d'euros à 375 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de l'argent consacré à l'agriculture biologique. Il a été dit qu'il serait aidé. Mais les consommateurs ne peuvent pas dire faites plus beau, bien-être, biosécurité, puis dire à la fin, ah ben non, mais on ne peut pas finalement, on n'honore pas la commande. Pour mettre en route une exploitation bio... Vous estimez que les consommateurs ont une responsabilité là-dedans? Écoutez, vos emplettes sont vos emplois, la formule n'est pas de moi. On a vu ce que ça a donné pour l'industrie textile. L'industrie textile a quitté la France, tout le monde est habillé, personne n'est tout nu, mais on a perdu l'industrie textile. Cette idée de dire on peut acheter tout moins cher, quelles que soient les conditions sociales de production ou les conditions de production pour l'élevage ou autre, ça conduit notre pays à avoir délocalisé toutes ces industries, son industrie textile. Moi, je ne veux pas que l'agriculture vive le même sort que l'industrie textile, qui aujourd'hui n'a pas pu résister en France, parce que le leitmotiv, c'était acheter moins cher, acheter moins cher, acheter moins cher. Défendre une alimentation saine et qu'on paye au juste prix, je vous rappelle que les agriculteurs touchent 6 euros sur 100 euros dépensés, quand même, hein, on ne s'enrichit pas démesurément, c'est défendre la production en France, les emplois en France. Y compris sur le bio? Sur le bio, c'est pareil? Mais bien sûr. C'est 6 euros sur 100? C'est un peu plus. C'est un peu plus qu'en général, il y a un peu moins d'intermédiaires. Parce que c'est plus cher. Alors, il y a autant d'intermédiaires, parce que le bio s'achète aussi en grande surface et dans des magasins spécialisés. Il y a des vendeurs directs, mais tous ne sont pas vendeurs directs. Moi, je défends les signes officiels de qualité, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, parce qu'il y a tous les porte-monnaies, il faut qu'il y ait toutes les formes d'agriculture. Un mot aussi sur la viticulture. Les Français boivent moins de vin. La bio, enfin, pas la bio, mais je veux dire, tous les viticulteurs et notamment le Bordelais sont en grande souffrance. Est-ce que vous avez le sentiment que les aides sont suffisantes? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Un plan a été négocié. Mon collègue Jérôme Despé, qui est responsable de la viticulture, l'a négocié avec toute la filière viticole. C'est vrai que la grande difficulté pour le Bordelais, c'est aussi que la Chine a changé ses stratégies d'achat. La Chine, qui était un pays qui était très importatrice... Mais là, on en est quand même à arracher des vignes. Bien sûr. Une bouteille de Bordeaux sur 3 partait en Chine. Quand la Chine décide d'acheter moins, il y a trop de vin de Bordeaux. Donc, il y a en des effet, stratégies de filière. 15 000 hectares de pieds de vigne qui vont être arrachés. Oui. Certainement, pour restructurer ce vignoble-là, c'est difficile. Alors, il y a d'abord de la distillation. On va d'abord gérer les stocks en trop. Et puis, on va essayer de limiter l'arrachage parce que perdre des vignes, c'est perdre un potentiel important. Mais vous savez, ça montre aussi toute la fragilité de l'agriculture. De loin, comme ça, beaucoup d'élus politiques. Et puis, ça dure depuis 10-15 ans. Mon prédécesseur avait écrit un livre, « L'agriculture est en danger, ce qu'il faut faire ». Donc, ça date pas des 6 dernières années sous ma présidence. Ça date de bien longtemps. Beaucoup ont considéré l'agriculture
l'agriculture comme tout va aller, les rayons seront pleins, le monde est un grand supermarché, on ira acheter notre viande moins chère en Amérique du Sud, nos pommes moins chères en Pologne ou en Chine. Non, pas du tout. Quand l'économie mondiale se met à l'arrêt, le plus important, c'est de trouver de l'alimentation. On s'est bien rendu compte que la question de la souveraineté était particulièrement importante. Je dirais qu'on parle de la sécheresse, 32 jours sans pluie. Ça reprend à peine, mais pas suffisamment. Est-ce que vous anticipez des difficultés aussi dans l'arbitrage sur l'eau? C'est-à-dire qu'on le voit bien autour des méga-bassines, il y a eu beaucoup de conflits. Comment est-ce que vous voyez la suite? Alors Dieu merci, il commence à pleuvoir à droite à gauche et moi je compte beaucoup sur le mois de mars qui est un mois clé, c'est le mois de bascule, le mois de mars. La neige arrive en quantité, j'étais dans le sud-est la semaine dernière, il y a énormément de neige, donc ça fera de l'eau dans les rivières à la fonte des neiges. Vous espérez les giboulées de mars? Malgré tout, nous n'avons pas suffisamment de réserves d'hiver. S'il y a des pluies régulières ensuite, ça sauve les saisons. Mais nous savons que nous devons engager un programme de sobriété supplémentaire par rapport à l'eau, mais aussi une meilleure gestion de l'eau. Le GIEC dit qu'il y aura des alternances de périodes extrêmes. Beaucoup de pluie diluvienne. Et vos images le montrent souvent, d'ailleurs, c'est désastreux. Stocker cette eau quand elle tombe en abondance pour l'utiliser quand elle est rare. Méga-bassine. Oui. Quand vous avez dit méga-bassine à Emmanuel Macron, il vous a répondu? Non, je ne lui ai pas dit méga-bassine, je lui ai dit réserve d'eau hivernale. Le vrai mot, c'est celui-là. Parce que sinon, l'autre mot, c'est le mot militant et c'est celui qui tue le débat. Tous les rapports disent qu'il faut mieux gérer l'eau, même le GIEC le dit. Mais il était d'accord avec ça? Est-ce qu'il sera de votre côté? Bien sûr, il a conclu, et des articles sont parus suite certainement des interviews qu'il a données récemment. Il faut défendre l'eau pour l'agriculture, il ne peut pas y avoir d'agriculture sans eau. On peut parler en même temps de stockage. Ça veut dire défendre ces réserves, comme vous appelez, ces énormes réserves. Bien sûr qu'il faut défendre des réserves d'eau. Il y a des projets individuels et il y a des projets collectifs. Ces projets collectifs, ils servent à 230 agriculteurs dans les Deux-Sèvres. J'ai rencontré des éleveurs de chèvres, des éleveurs de vaches, des éleveurs de brebis, des céréaliers, des gens qui font des semences, qui ont accès à cette eau et qui, grâce à cette eau... Est-ce que vous ne redoutez pas la violence? Est-ce que vous ne redoutez pas qu'autour, justement, de cette sécheresse? Moi, ce qui menace de la violence pour dire ça ne doit pas se faire, je le condamne. C'est scandaleux, ces manifestations de casseurs qui j'imposent ma loi par la violence. Franchement, non. Et que des députés aillent, sein de leur écharpe tricolore, manifester sur une manifestation interdite, c'est proprement scandaleux. De la NUPES, qui était à Sainte-Soline. Et d'autres qui sont députés européens ou autres et qui soutiennent ces mouvements violents pour dire soit ça ne se fait pas, soit je casse tout. Scandale total. C'est comme ça qu'on tue l'agriculture. Les mêmes veulent pas les porcheries, les mêmes veulent pas l'agriculture à côté de chez eux. Tout le monde veut l'alimentation de proximité, le saucisson de proximité, personne veut la porcherie d'à côté. En France, il y a des incohérences de ce type-là. Ça date de longtemps. Ceux qui ont dénoncé ce qu'ils appellent des fermes-usines. Regardez les Chinois qui sont en train de faire des porcheries à 26 étages avec 1000 truies. C'est pas le modèle que nous voulons, mais c'est les modèles que font ces pays-là. Et nous, quand un agriculteur a 150 truies, on lui casse les pieds, on lui dit non, tu peux pas faire ton bâtiment. Pas prendre comme exemple. Je ne veux pas ce modèle-là. Mais si on ne veut pas dépendre de ce modèle-là et importer les produits qui sont faits dans ces conditions, il faut les produire en France. Il faut de la cohérence. L'Europe dit on va moins produire, tant pis, on va protéger l'environnement avec Farm to Fork et on importera du Mercosur, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Inde, tous ces accords commerciaux qui sont en discussion aujourd'hui. Est-ce que c'est cohérent? Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Christiane Lambert, je voudrais qu'on parle des retraites parce que vous pouvez vous targuer comme syndicaliste d'avoir obtenu des améliorations sur la retraite des agriculteurs puisque finalement elles seront calculées leur retraite sur les 25 meilleures années. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la retraite des agriculteurs aujourd'hui sera digne? Alors, nous étions la seule catégorie à avoir un calcul sur la carrière complète. Nous avons bataillé 20 ans pour avoir le calcul sur les 25 meilleures années. Ça va représenter une amélioration pour les agriculteurs entre 250 et 400 euros par mois. Nous avons les retraites les plus faibles, 1053 euros, quand la retraite moyenne des Français est à 1350, 1400 euros. Vous allez à peine toucher les fameux 1200 euros. Bah oui, mais enfin, c'est déjà bien de pouvoir améliorer la retraite des agriculteurs. Et vous savez, les agriculteurs qui travaillent toute une vie, moi j'ai vu ma maman travailler énormément et toucher une retraite de 700 euros, même pas. Donc, quand on voit des choses comme ça, c'était une justice phénoménale. Il y a eu un retour à meilleure retraite pour les agriculteurs, pour les agricultrices actuelles. Et là, nous avons préparé pour les futurs retraités qui prendront leur retraite à partir de 2026 ce nouveau calcul. C'est un juste retour pour des gens qui travaillent pour certains 7 jours sur 7, samedi, dimanche et jour de fête, avec toujours une disponibilité vis-à-vis de leurs élevages, de leur culture. C'était une injustice flagrante et j'avais à cœur de le réparer. Et pour les femmes d'agriculteurs ? Également, les femmes d'agriculteurs qui avaient 580 euros
€ par mois en moyenne. Nous avons réussi à le remonter toute une vie à 780 €. Nous espérons là le remonter encore un petit peu dans le contexte de la réforme de la retraite. Christiane Lambert, c'était probablement une des dernières fois que vous veniez à ce micro, puisque vous êtes encore présidente de la FNSEA, mais plus pour longtemps. Vous avez envie d'une nouvelle vie ? Oui, je veux une vie après la FNSEA. C'est une fonction stressante qui occupe beaucoup. Ma famille m'a beaucoup soutenue, beaucoup donné. Je suis redevable. Et puis, je garde la présidence européenne parce que je suis une Européenne convaincue. Beaucoup de choses qui concernent l'agriculture se passent à Bruxelles, commencent à Bruxelles, puis arrivent en France après. Donc, je lève le pied. Je n'arrête pas complètement, je lève un peu le pied. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, vous qui inaugurerez donc aux côtés d'Emmanuel Macron demain le salon de l'agriculture.